Je pense qu'en tant que dirigeant, il faut se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut laisser. Être responsable d'une zone, c'est être responsable de tous les aspects. Donc c'est être capable effectivement de s'élever. Je pense qu'être dans un mindset permanent d'apprendre, c'est super important. Je pense que chaque fois qu'on parlera de l'hôtellerie, ce qui est toujours important de rappeler, c'est que les fondamentaux de la demande sont en place. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Vial, vice-président et managing director pour l'Europe du Sud chez IHG Hotels & Resorts. Eric pilote la croissance et la performance d'un portefeuille multimarque de Regent et Intercontinental à Holiday Inn sur des marchés clés comme la France, l'Espagne, l'Italie ou le Portugal. Chez IHG, la mission est claire, Hospitality for Good, une hospitalité qui compte pour les clients, les équipes, les propriétaires et les territoires. Dans ce podcast, on va parler de son parcours, on va parler du secteur, on va parler de RSE avec Journey to Tomorrow et Meeting for Good, et puis on va parler de leadership, d'équilibre entre vie pro, vie perso. Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Eric. Bonjour Arnaud. D'où tu viens? Où est-ce que tu es né? Dans quel environnement tu as grandi? Je suis né dans l'Hérault, dans la ville d'Agde, où j'ai grandi, issu d'un milieu, je dirais, de la classe moyenne. Un papa entrepreneur qui a dans le bâtiment, qui s'est construit et qui a fait des travaux publics. Une enfance très heureuse, entourée de bienveillance, beaucoup d'amour, une maman au foyer qui s'occupait de Sylvie, ma sœur, et moi. Et voilà, donc voilà un petit peu d'où je viens, une petite ville de province. Une ambition déjà? Je crois qu'effectivement, avec un papa entrepreneur, je crois que j'ai appris beaucoup sur la valeur travail, sur l'effort. On a été élevé vraiment dans ces valeurs-là. Et forcément, oui, l'envie aussi de trouver son chemin et de grandir. Je crois que ce qui me définissait à cet âge-là, c'était assez rapidement un monde qui me semblait un petit peu restreint, un petit peu petit. Alors, c'était une petite ville de province, c'est peut-être pas lié à la ville elle-même, mais j'avais le sentiment que j'avais envie d'apprendre, de grandir, de voir d'autres choses que le milieu dans lequel j'étais ou la ville dans laquelle j'étais. Donc, je ne sais pas si c'était la définition, en tout cas, déjà d'une ambition professionnelle, mais une soif d'apprendre, en fait. Tu as fait l'école hôtelière? Oui, j'ai fait l'école hôtelière, mais après quelques années d'errance. En fait, mon parcours, moi, j'étais plutôt le bon élève conformiste. Donc voilà, plutôt le premier de la classe, plutôt brillant dans plein de matières, que ce soit scientifique, que ce soit littéraire. Et encore une fois, une espèce de soif d'apprendre où il y avait quelque chose au programme. Moi, je voulais acheter des bouquins qui parlaient d'autre chose et enrichir encore plus. Je n'avais pas forcément des parents qui avaient un background, je dirais, universitaire. Donc j'ai suivi un petit peu les conseils des professeurs, des entourages. Et de ce fait, avec plutôt ces bonnes notes, ces facilités, et puis encore une fois une espèce de discipline d'apprendre, on m'a orienté après un bac scientifique. Alors à l'époque c'était le bac C, je suis d'une autre génération, c'était le Graal pour ouvrir toutes les portes. Donc je me suis embarqué dans une prépa Sciences Po, je me suis embarqué dans une prépa HEC, j'ai fait du droit et de la sociologie. Jusqu'au jour où j'ai pris un billet, je suis parti en Espagne pour parler mieux espagnol. Et je crois que cette espèce de pause m'a fait passer de quelque chose que je faisais pour plaire aux uns et aux autres, à qui j'étais vraiment et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est vrai que ces expériences, c'était pas sur le contenu, la richesse de l'enseignement, mais c'était sur quelque chose de très formaté, quelque chose qui ne me correspondait pas. Et je crois que j'ai retrouvé un petit peu... j'ai trouvé l'anticonformisme en moi, l'envie d'ouvrir des univers différents et de faire des parcours qui n'étaient pas forcément attendus ou conseillés. Et m'est revenu un souvenir, alors c'est très bête quand j'en parle, mais m'est revenu un souvenir d'enfant avec mes parents, où j'avais 8-9 ans. On est allé dans un Novotel en banlieue parisienne, et rien contre Novotel.
Et je me souviens avoir demandé une visite de l'hôtel, comment ça fonctionnait, quelles étaient les coulisses, quel était le rôle de la directrice qui avait aimablement consacré du temps. Et, euh, et voilà, et dans cette retraite comme ça, après ces prépas, je me suis dit, bah, écoute, finalement, c'est ça qui t'a fait vibrer, c'est ça dont tu as envie. Et si ton envie, c'est d'avoir un monde plus grand, de voyager, de rencontrer des cultures, bah, c'est peut-être le secteur dans lequel tu devrais t'orienter. C'est venu comme ça. Il y a eu quelque chose, un événement, une rencontre, enfin, pour t'amener, entre guillemets, à cette prise de conscience, Je ou crois tu te que sentais juste pas à ta place ouais, je me cherchais à en Sciences fait. Po Oui, non, ouais. je me cherchais. Encore une fois, l'enseignement et la culture, c'était passionnant. Mais je crois que je le faisais par conformisme. Je le faisais parce que j'étais le bon élève de la classe et qu'il fallait faire toutes Mm. ces prépas, alors que bah, j'avais certainement en moi quelque chose de différent. Je crois que je suis parti à Malaga, en Espagne, en Andalousie, avec plutôt un sens de la fête et puis des parcours différents, des gens différents que j'ai pu rencontrer et qui m'ont, je pense, recentré sur qui j'étais, ce que j'avais envie et ce qui me faisait vibrer. Alors effectivement, j'avais quand même ces capacités, je dirais, d'apprendre. Donc je me suis dit, je vais faire une école hôtelière et puis derrière, il y aura certainement d'autres poursuites d'études que je peux faire qui vont quand même me donner voilà, une éducation assez large sur le business. Donc effectivement, j'ai fait l'école hôtelière. Alors je suis allé passer le concours d'entrée sans prévenir la famille. Et puis j'ai fait une annonce familiale pendant le déjeuner en disant je vais faire de l'hôtellerie. Ça a été Et perçu comment? ah bah, c'était génial parce que je crois que mon père est quelqu'un d'assez, je dirais, qui montre pas trop ses sentiments. Et je crois que pour la première fois, il m'a dit, écoute mon fils, moi j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire. Si toi tu as trouvé ta voie, c'est génial. Et vas-y, fonce. Donc, non, ouais, c'était super. C'était un super moment déjà, Mm. d'assez d'émotion. Et puis voilà, puis je me suis trouvé. Donc, l'école hôtelière, avec toute sa technicité au départ, hein, on commence, on fait du service, on fait des chambres, on fait des choses comme ça. Mais j'en voyais aussi le potentiel, je dirais, business, quoi, entrepreneur. Donc j'ai ensuite poursuivi. J'ai fait un magistère à Angers, puis ensuite j'ai fait ma dernière année de master aux États-Unis. Donc je dirais de la technique de base et puis aussi peut-être une ouverture un peu plus universitaire qui m'a permis de voir ça aussi comme un business. Tu l'avais conscientisé, ça, entre guillemets, cette nécessité de passer par l'aspect technique du métier pour pouvoir être peut-être aujourd'hui plus pertinent dans tes fonctions de dirigeant, Je étant donné que tu as eu Ouais. ce début de formation technique sur le métier? Je ne sais pas si je l'ai réalisé de telle Non. façon à ce moment-là. En revanche, je l'ai réalisé tôt dans mon parcours d'hôtelier, puisque c'était un métier qui évolue d'ailleurs, mais qui était quand même encore très traditionnel pour pouvoir diriger, il faut passer un petit peu partout. Donc c'est vrai que le début où mes premières missions étaient plutôt techniques, plutôt opérationnelles, mais ça m'a donné effectivement un levier, une crédibilité, une compréhension dont je me sers encore aujourd'hui d'ailleurs. Mm. Et je crois qu'il ancre son leadership, sa crédibilité, en ayant fait aussi ce type de mission. Dans quelle fonction tu commences en fait dans l'hôtellerie? Alors, lorsque je reviens des États-Unis, que j'ai adoré par ailleurs, j'ai trouvé que c'était un complément super intéressant. T'étais où aux J'étais à États-Unis? Houston, au À Houston. Texas. Alors là, j'étais vraiment dans l'Amérique profonde. Mais c'était les années 90, c'était encore plein d'insouciance, vivre sur un campus. Et puis, j'aimais le modèle américain dans l'éducation, en tout cas ce que j'en ai vu et ce que j'en ai compris à cet âge-là, qui était assez concret. On avait des professionnels, on avait des business cases à faire, c'était un cours où on nous demandait de préparer, de lire quelques pages d'un bouquin, un chapitre, et plutôt d'en parler pendant le cours, plutôt que d'avoir quelque chose, une lecture un petit peu plus formelle. Donc je trouvais que ça crée vraiment un sens de la réflexion, de l'analyse. Donc quand je suis revenu des États-Unis, moi, la dernière partie de ce master, c'était un stage de 6 mois que j'ai fait au Concours de Lafayette à l'époque. J'ai changé d'enseigne depuis. Alors c'était à 1000 chambres, certainement un des plus grands hôtels, je pense, en France à l'époque en tout cas. Et c'était un rôle d'attaché direction. Alors attaché direction, il est rattaché, comme son titre l'indique, directement à la direction de l'hôtel. Mais son rôle, c'est réellement de gérer les situations clients sur le terrain.
Et quand on est sur un 1000 chambres et qui vit 24 heures sur 24, je peux dire que c'est comme une ville, en fait. On peut être confronté à n'importe quel type de situation. Et je crois que ça m'a beaucoup appris sur le sang-froid, sur la gestion de crise, sur la diplomatie, sur gérer des plaintes. C'était non-stop sur un 1000 chambres. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette première expérience. Très terrain, encore une fois, très, très proche de la réalité. Voilà, c'était ma première mission. Et puis ensuite, je suis allé, mes premiers postes ont été dans le groupe Accor. Lorsque j'ai fait le choix de partir aux États-Unis, il y avait une discipline qui se développait, qui était encore très très jeune, qui s'appelait le yield management. Alors pour les auditeurs qui sont un petit peu moins proches de cette technique-là, c'était vraiment, ça venait de l'aérien, c'était comment on gère un inventaire qui est périssable, une chambre d'hôtel. Si je ne la vends pas ce soir, ben, elle est perdue. Le lendemain, je ne peux pas la stocker et la vendre. Donc comment on optimise à travers le prix, en fonction du niveau de demande, ben, les résultats de l'hôtel, quelle est la stratégie de l'hôtel. On a des leviers comme l'overbooking. Quand on sait que tous les soirs, il y a 2-3 clients qui ne se présentent pas, ben, au bout d'un moment, on prend un petit peu de risque et on prend 2-3 chambres de plus. Et c'était vraiment une nouvelle discipline. Donc je me suis dit, je vais partir aux États-Unis. Là-bas, ils ont commencé à le mettre en place. J'ai fait pas mal de visites d'hôtels à ce moment-là et je voulais avoir une expertise, quelque chose qui n'existait pas encore en France et que je pourrais apporter en fait. Et donc j'ai été effectivement engagé au sein du groupe Accor qui mettait en place à ce moment-là le yield management dans ces hôtels. Tu as quand même une évolution à la fois assez singulière et assez rapide. Comment en fait tu as émergé, comment tu as évolué? Je pense encore une fois, moi, j'aime le challenge. Je crois que c'est Churchill qui disait que certains voient dans le challenge des difficultés. Moi, je vois tout le temps des opportunités et surtout une envie d'apprendre et de grandir. Donc, je pense que chaque fois dans ma carrière où on m'a donné une mission comme ça, qui paraissait peut-être pour laquelle je n'étais pas forcément préparé ou qui paraissait un step important, je dirais que ma curiosité, mon envie, ma passion m'a permis toujours de trouver les leviers, l'énergie, la compétence en moi pour relever ce challenge. Donc, voilà, donc sur le revenu management, ça s'appelle désormais le revenu management puisqu'on est passé d'une optimisation des chambres à une optimisation plus globale du revenu de l'hôtel. Ce que j'ai adoré, c'était aussi le changement de culture que ça nécessitait. Parce qu'en fait, au-delà de la technique, au-delà des outils qu'on a menés, on a mené une transformation dans la façon de voir son inventaire d'hôtel. Et à l'époque, j'avais des directeurs généraux d'hôtels plutôt installés, plutôt en place depuis pas mal d'années, mais qui se disaient, mais tu es en train de m'expliquer que je ne vais pas vendre ma chambre au même prix demain par rapport à hier ou dans un mois. Et je dis, oui, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est ce que j'ai aimé. Je crois que ça a forgé aussi ce muscle en moi, qui est important, je pense, dans le leadership, comment on amène une culture et comment on drive le changement, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai été contacté par le groupe IAG, donc après avoir mis en place comme ça chez Accor le revenu management et vécu ces situations de changement. Ça m'a plu parce que c'était basé à Cannes. Moi, encore une fois, je suis du sud de la France. Je me suis dit, tiens, je vais quitter Paris, je vais aller au soleil. Mais non, au-delà de ça, c'était une ouverture à l'international. Donc, puisque c'était la mise en place du revenu management, mais cette fois-ci dans la zone de l'Europe du Sud. Donc voilà, l'envie encore d'ouvrir mon univers et mon monde en fait. Tu peux si on parle spécifiquement d'IAG, un peu nous pitcher le groupe pour ceux qui nous écoutent? Alors IAG, c'est un des leaders mondiaux de l'hôtellerie. On a plus de 6000 hôtels dans le monde, 20 marques qui vont de l'hôtellerie moyenne gamme jusqu'à l'hôtellerie ultra luxe, avec des marques comme Regent, Six Senses, mais aussi des marques connues comme Intercontinental. Une grosse partie aussi du parc IAG, c'est Holiday Inn Express, Crowne Plaza. Donc c'est un groupe anglo-saxon qui est coté à la Bourse de Londres. Et c'est rigolo de me poser la question, justement, après avoir parlé de mon expérience chez Accor. L'accord que j'ai quitté à ce moment-là n'est pas l'accord qui était aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouvert à l'international, qui a beaucoup évolué dans ses structures et dans sa stratégie. Mais c'était un groupe très français, un groupe d'ailleurs avec beaucoup de fierté des fondateurs qui ont créé un empire superbe. Et donc quand je suis passé chez IAG, ce groupe que je viens de décrire à l'anglo-saxonne,
j'ai aussi été confronté à une culture d'entreprise très très différente. Tu qualifierais comment les principales différences culturelles entre le modèle francophone Alors encore et une fois, je anglophone? parle du modèle tel qu'il était avant, qui était plutôt, je dirais, beaucoup de baronnies, de personnes qui avaient grandi avec l'entreprise, quelque chose d'assez établi, où à la limite c'était un petit peu difficile de faire sa place et d'évoluer rapidement. Alors que j'ai trouvé un groupe anglo-saxon où on nous laissait effectivement l'opportunité de grandir, de prendre des challenges qui mesuraient vraiment voilà, sur la performance, sur l'engagement. Et voilà, je dirais que ça a débloqué en moi. Et pour revenir à la question de départ, oui, ça a été un vrai accélérateur de ma carrière. J'ai mis quelques temps à m'adapter, hein. Moi aussi, je suis très, très français, très franchouillard. J'ai mis quelques mois à m'adapter à cette culture-là. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très enrichissant et ça a boosté ma carrière. Ouais. Si tu regardes ton parcours entre ton arrivée au revenu management d'IAG jusqu'à ta fonction de VP pour la zone, qu'est-ce qui a été déterminant en fait dans ton évolution et qu'est-ce qu'on est venu chercher chez toi pour ces fonctions? Il y avait une partie de mon tempérament, je crois que oui, dans la cour d'école, j'étais plutôt déjà un peu chef de tribu ou chef de clan. Il y avait quelque chose qui était là, qui existait. Mais je dirais que j'ai décrit tout à l'heure un petit peu mon enfance, entourée de bienveillance, d'amour. Mes parents qui m'ont toujours suivi dans mes études, qui m'ont dit: Rick, tu veux apprendre ça, ben vas-y, fais-le. Je dirais que j'ai une espèce de gratitude d'avoir eu ça, qui m'a donné ma force, ma résilience. Et j'ai un besoin d'en faire profiter les autres et de le partager, en fait. Donc, donc je me dis que quand je monte comme ça dans des rôles un petit peu plus seniors et de leadership, bah, je peux mettre au service des autres aussi tout ce que j'ai eu la chance d'avoir, en fait. Donc c'est c'est un moteur chez moi, en fait. C'est un moteur de voir grandir les gens, de créer un environnement où chacun va pouvoir s'exprimer et se développer. Euh, donc je crois que c'est quelque chose qu'on a vu en moi, en fait. On a vu l'impact que je pouvais avoir, soit sur un projet d'un point de vue technique ou d'un point de vue purement intellectuel, mais je crois au-delà de ça, peut-être cette capacité de fédérer, de motiver et de faire grandir les gens. Et je crois que c'est certainement ce qui me définit, et les missions qu'on a pu me confier, elles avaient certainement une grosse partie de ça en elles, en fait. Quelle est ton ambition pour tes fonctions, pour ton groupe et où est-ce que tu vas puiser finalement la motivation, un peu le pourquoi de cette motivation, quoi. Je vais répondre à la deuxième question avant de revenir sur la première. Je le fais dans ce groupe, et particulièrement dans ce groupe, parce qu'il est en résonance avec mes propres valeurs. Je crois que n'importe quel dirigeant, enfin me semble-t-il, quoi, il faut une certaine, on dit purpose en anglais, hein, quelque chose qui est proche de ses valeurs, un but, une mission, et qui soit en résonance avec sa propre éthique et ses propres valeurs. Et j'ai beaucoup aimé, au-delà des premières semaines de changement d'une entreprise à la française à une entreprise anglo-saxonne, j'ai compris et je vois aujourd'hui l'investissement qui est fait sur l'humain chez IAG. Notre culture sur la diversité, sur l'inclusion, l'opportunité de donner à chacun sa chance de grandir, de travailler, d'évoluer dans un milieu dans lequel il se sent en sécurité, le droit de briller, le droit de faire des erreurs. Et je trouve que voilà, c'est l'essence même pour moi de ce que doit être le business aujourd'hui et de l'impact positif que l'on peut avoir sur les gens. Et donc si j'avais créé mon entreprise, et j'ai eu quelques mois comme ça entre deux missions, je me suis posé la question, tiens, allez, est-ce que je reprends l'entreprise de papa et je me lance dans les travaux publics, ou est-ce que je crée une boîte de consultants parce que j'ai déjà acquis un petit peu de connaissances et je peux mettre ça au service des autres. Mais je crois que voilà, le groupe, la résonance avec mes propres valeurs, ben, m'ont fait dire que voilà, il fallait que je reste encore, que j'apporte et que je m'enrichisse. On parlait tout à l'heure de leadership, et tu l'as dit, dans mon parcours, j'ai rencontré des leaders qui ont débloqué des choses en moi, qui m'ont inspiré.
D'autres personnes peut-être qui m'ont inspiré de ce que je ne souhaitais pas devenir, mais en tout cas qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné voilà, des missions à enjeu. Et ça, je trouve, oui, dans une grande boîte, on trouve plein de leaders comme ça. Je me suis dit, demain, je me retrouve avec ma petite boîte. Est-ce que je vais avoir cette inspiration permanente, cette émulation que je peux avoir dans une grande boîte? Donc, je suis en résonance parfaite avec ce que fait le groupe. Sinon, je ne serais pas là depuis 20 ans. Euh, et puis, mon ambition pour l'Europe du Sud, alors... donc on a parlé un petit peu de IAG d'un point de vue global. L'Europe, c'est un marché bien sûr important pour le groupe IAG. On a en tout cas l'ambition d'avoir 1000 hôtels d'ici quelques temps. Et on a 2 gros marchés très très prioritaires qui sont le UK, où on a 300 hôtels, et puis l'Allemagne. Et lorsque cette réorganisation s'est faite en 2018, quand j'ai pris ce poste-là, on a créé cette région Europe du Sud, avec un petit peu la mission, et ma boss était super là-dessus, en me disant, écoute Eric, on prend un pari qui a un potentiel sur l'Europe du Sud, tu n'auras pas forcément beaucoup de moyens au départ, mais exploite le potentiel et montre-nous ce que peut devenir l'Europe du Sud pour IAG, avec toujours un focus global sur le UK et l'Allemagne. Et je trouve que l'aventure que j'ai portée, et les équipes qui m'ont suivi et l'environnement qu'on a créé est allé au-delà des attentes en fait. Je crois que j'avais 160 hôtels quand j'ai commencé, on en a aujourd'hui 275 et puis 150 qui sont signés, donc on a le potentiel de passer à 400 hôtels. Et on parle d'il y a quelques années, interrompu par une année ou deux de Covid. On a tous les indicateurs qu'on peut utiliser. C'est un business aujourd'hui, l'Europe du Sud, qui représente plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est 26 pays. Alors moi qui voulais m'ouvrir à des cultures et connaître du monde, là, pour le coup, je suis servi. C'est presque 20 000 personnes dans les hôtels que j'impacte directement ou indirectement, et une croissance organique de plus de 10% depuis ces dernières années. Donc on a vraiment, collectivement, avec une équipe brillante que j'ai autour de moi, créé l'histoire, démontré le potentiel, et aujourd'hui, forcément, on en récupère les ressources et on démontre le potentiel de cette région. Avec bien sûr un focus sur la France, qui reste un marché important pour nous. Si on regarde les hôtels ouverts, les hôtels signés, on a à peu près à 80 hôtels, avec une ambition d'accélérer encore un petit peu. On a créé une belle histoire. Et pour revenir sur la notion d'entrepreneur, j'ai aussi aimé le défi parce que c'était une région qu'on ne connaissait pas très bien d'un point de vue central. C'est une région où... Donc j'ai eu le sentiment que je pouvais créer ma propre histoire, mon propre territoire, et voilà, et donc et embarquer toute l'équipe avec ça. Donc, comment se porte le secteur? Le secteur se porte bien. Et je pense que chaque fois qu'on parlera de l'hôtellerie ou de l'hospitalité, ce qui est toujours important de rappeler, c'est que les fondamentaux de la demande sont en place. On sait combien aujourd'hui la classe moyenne se développe dans le monde, l'envie de voyager, donc on sait que les fondamentaux à long terme sont toujours là. Alors on a parfois quelques cycles, et on pourra peut-être parler de la période Covid, mais je dirais que ça se porte très bien. Les prévisions montrent qu'à un moment ou un autre, la demande sera supérieure à l'offre. Alors même si on a une croissance, je parlais tout à l'heure, de 10% sur notre Europe du Sud, il y aura encore besoin d'autres hôtels. Donc on est vraiment sur quelque chose de porteur. D'un point de vue de la performance, on est encore en croissance. On a eu ces années Covid, et puis on a eu un rebond très très important depuis cette période-là. Des marchés se sont ouverts, d'autres ont accéléré, des segments ont accéléré, d'autres ont un petit peu ralenti, mais on est toujours en croissance chaque année, donc en termes de RevPAR, et plutôt fier en termes de part de marché aussi. Donc le secteur se porte bien, il y a des évolutions. Enjeux, les principaux enjeux du secteur. Peut-être 3 enjeux. Justement, on a parlé du Covid tout à l'heure. Je pense que l'environnement inflationniste qu'on a traversé a eu forcément un impact. Donc je dirais que maintenir nos marges, c'est un des enjeux. On a une pression
sur le payroll, sur les charges de personnel. On a de l'inflation sur les coûts d'énergie, par exemple, qui sont la deuxième ligne du PNL d'un hôtel. Donc, continuer à être créatif et trouver effectivement des façons d'optimiser nos hôtels. Je dirais que ça, c'est un des enjeux importants pour continuer cette attractivité du secteur pour les investisseurs, bien entendu. Je dirais que j'ai beaucoup parlé de croissance, mais il faut une croissance qui soit responsable. Et effectivement, comment on arrive à concilier croissance et responsabilité sociétale, on va dire. Et puis, je dirais le troisième point, c'est la partie ressources humaines, la partie humaine. C'est comment continuer à attirer, à développer des talents et faire en sorte que l'industrie hôtelière continue à attirer ces talents, en fait. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, les trois piliers que l'on voit aujourd'hui. Après, au-delà de ça, dans le détail, on a eu un marché, je parlais de développement tout à l'heure, qui est passé de la construction à la conversion. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos marques? Comment on les fait évoluer? Comment on répond à cette nouvelle attente ou à cette accélération? Donc il y a beaucoup de sujets. Mais je dirais que voilà, les ressources humaines, continuer à garder notre profitabilité. Et puis notre plan d'engagement sur un avenir plus sustainable, plus responsable en fait. L'hôtellerie est généralement assez frappée d'un impact, enfin tout du moins un impact. C'est quoi ta vision sur le sujet? Alors là, je vais mettre ma casquette un petit peu corporelle, peut-être passer sur quelque chose de plus personnel, mais on a effectivement un plan à 10 ans qui s'appelle Journey to Tomorrow. On ne peut pas le traduire en français, mais enfin, c'est comment on prépare demain et de façon responsable. Et j'aime beaucoup, encore une fois, et je résonne beaucoup avec la philosophie de ce plan. Il y a forcément ce qui est immédiat, ce qui est très très mesurable, qui est l'impact sur l'environnement, l'énergie, choses comme ça, où on a effectivement des engagements de réduction d'émissions carbone chiffrés, hôtel par hôtel, avec les solutions à mettre en face pour effectivement accompagner la réduction de ces émissions, à la fois la réduction des émissions, mais également, bien entendu, l'impact d'un point de vue coût pour opérer un hôtel. Donc la partie environnement, avec des certifications internationales au niveau de nos hôtels. Bon, j'ai tous mes hôtels en Europe du Sud qui sont certifiés par rapport à des organismes internationaux. Mais j'aime aussi dans ce plan l'impact sur les communautés dans lesquelles on opère. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, je crois que l'industrie hôtelière, si je ne dis pas de sottises en France, c'est à peu près 10% ou 8% du PIB, ou 8 ou 10% des emplois également. Donc on a un vrai impact sur le système économique, l'emploi, la formation que l'on peut amener. Et au-delà de ça, on est en septembre. Je ne sais pas quand passera en tout cas ce podcast, mais on est en septembre, qui est un mois chez IAG qui s'appelle Giving for Good. Et j'aime beaucoup aussi cette initiative où on mobilise 100% de nos collègues au niveau du corporate, mais également des hôtels, pour soutenir les communautés dans lesquelles on opère. Alors ça peut être des actions contre la faim, des organisations. J'étais la semaine dernière au bureau, c'était un groupe de personnes à qui on apprenait, on coachait un petit peu pour re-rentrer dans la vie active, créer leur CV, comment faire un entretien. Ça peut être tout un tas de choses comme ça qui, effectivement, donnent aux communautés locales. Et je trouve ça très bien. Et puis, dans cet engagement aussi, il y a un engagement envers nos équipes, nos collaborateurs, avec effectivement, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui va être diversité, inclusion et plans de développement. On met en place au niveau du groupe des plans de développement de carrière, que ce soit pour les personnes qui vont aller vers un premier poste de leadership et comment on va les coacher, les accompagner, que ce soit un programme pour préparer nos nouveaux directeurs généraux. On a même une plateforme qui s'appelle IG University où en fait c'est du contenu de formation mais accessible à tout le monde, y compris non pas seulement les personnes qui sont dans nos hôtels, mais les communautés dans lesquelles on opère. Et je crois qu'il y a 100 000 personnes qui ont déjà fait partie de ce programme qui obtiennent de façon gracieuse du matériel de formation.
Donc voilà comment sur les 10 ans, je crois qu'il faut continuer à accélérer ces initiatives. Et quand j'ai dit que je voulais ajouter ma force personnelle, et ça c'est peut-être un petit peu d'idéalisme, moi je trouve que l'hôtellerie c'est un formidable outil d'intégration, de tolérance, de connaissance. Et je me dis que quelque part, on peut aussi éduquer nos clients, les personnes qui vont aller dans nos hôtels sur ces engagements-là. Et au-delà de la mixité que représente, je trouve, un hôtel, donc diversité de la part de nos équipes, mais diversité des clients que l'on reçoit, bah, pour moi, il y a une espèce de force pour le bien, en fait. Je trouve que ça humanise, je trouve que ça recrée du lien. Et c'est ça aussi qui me fait vibrer, qui fait que je suis sûrement dans l'hôtellerie, en fait. On a évoqué le SG, toi, Oui. la transformation à la fois du secteur et de ton groupe. Elle en est où, selon toi? C'est vrai qu'il y a eu une accélération du digital, notamment sur la partie distribution, hein. Aujourd'hui, tout se joue sur cette distribution-là, avec une bataille féroce entre certains distributeurs et puis la distribution des propres groupes hôteliers. On a refondé entièrement toutes nos plateformes alors c'est un petit peu technique, mais CRS, donc le cœur de l'information des hôtels, de la distribution des hôtels, nos outils de yield management. On a repris complètement nos plateformes de distribution, l'application, notre programme de fidélisation avec plus de 160 millions aujourd'hui de membres. Donc vraiment, optimiser tous ces canaux de distribution digitaux et avoir les plateformes qui soient les plus récentes possibles. On a été le groupe IAG, qui s'appelait certainement pas IAG au départ, mais a été le premier à mettre un CRS, donc un centre de réservation en ligne. Hein. Ça s'appelait Holidex, on parle des années, je ne veux pas dire de sottise, c'est vraiment 70, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a récupéré un avantage concurrentiel sur nos plateformes de distribution et sur le côté digital. Lorsqu'on parle de digital, on parle aussi de l'expérience client. Bien entendu, je crois que ce qui est important et ce qui est à l'ordre du jour de chacune de nos réunions, c'est aussi comment on fait en sorte que la marque continue à évoluer en fonction des besoins du voyageur moderne ou du client moderne. Donc, comment on met au sein de l'expérience client dans un hôtel tout ce qui va être technologie et digital pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes. Et puis, il y a cette émergence sur l'intelligence artificielle et comment aujourd'hui cette intelligence artificielle va nous permettre d'optimiser des processus, va nous permettre d'améliorer la qualité du service client, va nous permettre certainement de simplifier peut-être des routines et permettre ainsi aux équipes de se concentrer sur quelque chose qui amène plus de valeur ajoutée. Il y a de l'intelligence artificielle à peu près dans tout ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Je parlais de yield management, revenue management, c'est aussi au cœur de ça. Donc oui, c'est un gros pilier stratégique du groupe, effectivement, de continuer à investir sur le côté digital. Quand tu as pris tes nouvelles fonctions, tu as eu les clés de la zone, qu'est-ce qui a été le plus frappant? De manière générale, ce qui, dans un parcours, je crois que c'est de passer d'un expert d'une fonction, je parlais tout à l'heure des débuts dans mon yield management et mon revenue management, à une fonction beaucoup plus généraliste. J'en parlais tout à l'heure. Être responsable d'une zone, c'est être responsable de tous les aspects de la croissance, au design, à la performance, au commercial, à la finance et aux ressources humaines. Donc c'est être capable effectivement de s'élever au niveau de sa compétence, d'avoir une vision beaucoup plus globale. Je ne l'ai pas pris vraiment comme une difficulté en fait. Moi je suis je suis plutôt un leader, qui s'entoure des meilleurs. Ça, je crois que c'est important d'avoir des super équipes. Et deux, quelqu'un qui est très très à l'écoute et qui s'enrichit beaucoup de ce qu'il peut entendre en fait. Donc tout ça m'aide à forger aussi ma propre compétence de généraliste. Je crois que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on a peut-être recherché en moi aussi dans mes évolutions, c'est ma
capacité à avoir une vision assez moyen tout long terme. Voilà, ça m'a toujours un petit peu animé d'avoir une vision et puis cette capacité d'engager derrière cette vision. Donc, quand oui, cette transition m'a pas été, je l'ai pas trouvé compliquée en fait. Ouais. C'est des automatismes peut-être à changer. C'est être confortable de prendre une décision quand on n'a peut-être pas tous les éléments en main ou quand on ne maîtrise pas tous les aspects. Mais à un moment, il faut prendre une décision. Mais voilà, ça se muscle, ça s'apprend. Ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas été un traumatisme. Alors, comment est-ce qu'on apprend comme on est dirigeant? Comment est-ce que tu fais encore aujourd'hui pour rester au goût du jour, bien comprendre les mécanismes qu'on évoquait, l'impact du digital, l'arrivée de l'IA? Je pense qu'encore une fois, un muscle, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre. Je pense qu'être dans un mindset permanent d'apprendre, c'est super important. Et voilà, et ça m'aide aussi. La curiosité, le côté positif. On peut entendre parfois des débats sur la nouvelle génération elle est comme ci, le life balance il est comme ça, et c'est différent. Moi je trouve que chaque fois que c'est différent, c'est une telle opportunité de grandir, d'apprendre, de faire en sorte de surfer sur ce qu'est la réalité. On ne va pas la changer. Il faut en tirer le meilleur. Donc je dirais que mon côté positif et optimiste me permet tout le temps de me projeter dans une vision et une ambition où tout est possible en fait. Et une fois que je suis là-dessus, tout s'articule. Et les équipes suivent et délivrent des choses voilà, au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Donc, il faut rester positif, il faut rester à l'écoute, il faut rester curieux, parce qu'il faut rester à l'écoute voilà, du monde tel qu'il change. Et le voir comme une évolution positive. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu le passage le plus difficile de ta carrière de dirigeant? Pour répondre à la question, je dirais que la période du Covid, ça a été très particulier, très complexe. Concrètement, comment ça s'est passé, le confinement, toi, Alors, je dirais que c'était complexe parce qu'il y a sa vie perso, avec l'angoisse qu'on pouvait avoir sur ses proches. Et on ne savait pas où on allait au départ. On imagine les premières images en train de désinfecter les rues, etc. Et puis tenir la barque d'un point de vue professionnel. C'était la première fois où tous les voyages s'arrêtaient, on fermait des hôtels. On a 1 million de procédures pour ouvrir un hôtel. Alors pour fermer un hôtel, il fallait vraiment se réinventer. Donc, oui, comment on fait la porte d'un hôtel? C'était pas évident. Et c'est presque encore une fois, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on a fait preuve d'une telle agilité, d'une telle rapidité. J'avais le sentiment à ce moment-là qu'on était une start-up en train de créer des nouveaux protocoles sanitaires, créer des nouvelles procédures pour accompagner nos partenaires, nos hôtels, nos équipes, qui étaient au cœur de tout. C'était protéger avant tout nos équipes et protéger nos clients. Et puis traverser ces moments difficiles avec nos partenaires. Après, il y a eu des décisions difficiles à prendre et qu'il fallait les prendre, avec empathie, mais il fallait les prendre. Je crois moi, encore une fois, j'ai 26 pays. Ce n'était pas tous les pays comme la France où il y a eu quand même un filet de sécurité assez important pour nos équipes, etc. Il y avait des pays où du jour au lendemain, tout s'est terminé. Et puis il fallait gérer ces situations. Donc garder l'empathie, mais prendre des décisions difficiles. Et en début de crise, effectivement, pas savoir combien de temps ça allait durer et comment on allait sortir, ou si on allait un jour sortir de ça. Mais encore une fois, comme toute complexité, j'ai trouvé une créativité des équipes, un sens de l'engagement et puis une leçon, encore une opportunité pour grandir et pour apprendre. Voilà, un petit peu. Donc c'était complexe. Mais ça fait partie du job. T'es quelqu'un de stressé, naturellement, t'as pas l'air. Donc Si, je suis plutôt. Je crois que je suis une personnalité plutôt stressée. Mais je crois que c'est des choses que j'ai appris à gérer. Absolument. Si je parle de l'évolution de mon leadership, je dirais que je suis passé. À un moment sur le leadership, c'est la performance immédiate, la stratégie, etc., à
Le leadership, c'est tout ce qui se passe avec nos équipes, créer un environnement où chacun va grandir et va apporter plus. Euh, j'ai balancé la performance avec effectivement la culture, la croissance dont je parlais tout à l'heure avec la responsabilité. Je crois que j'ai arrondi un petit peu mon leadership. Si je parle aux équipes avec qui j'ai ouvert mon premier hôtel, j'étais directeur général d'un hôtel au Portugal. Ouais, j'étais pas comme j'étais aujourd'hui. J'étais dans cette performance à court terme. J'en ai peut-être. Alors, ça s'est plutôt bien passé. Et certains de ces membres d'équipe de cet hôtel à Porto sont dans mon équipe de direction aujourd'hui. Ils sont en charge d'une région. Mais ouais, j'ai grandi. Donc, du coup, tout ça, ça a dû me donner un côté un petit peu plus serein, un petit peu plus de recul, un petit peu plus de confiance, sans excès. Non, voilà, il y a un stress, mais que j'arrive à maîtriser davantage, oui. Est-ce qu'un dirigeant peut douter? Je crois que je suis quelqu'un de très, très authentique. Et j'essaie de garder, enfin, à la limite, je n'ai pas à me forcer. Je garde mon authenticité et je suis le leader avec tout ce que je suis. Ma passion, ça c'est, je pense, au-dessus de tout. Mon envie de faire grandir, de partager, mon côté positif, etc. Mais également mes moments de doute. Et si la question, c'est est-ce qu'à un moment, un dirigeant peut montrer de la vulnérabilité? De la vulnérabilité. Pour moi, la réponse est oui, bien entendu. Et je crois que dans le passé, j'ai pu avoir des leaders qui savaient montrer ça et d'autres qui ne savaient pas, alors que c'était flagrant, parce que ça se voit. Et effectivement, ça a beaucoup plus marché avec ceux qui arrivent à montrer cette vulnérabilité. Et c'est un message fort dans l'équipe. Moi, je pense que, je dis à l'équipe, on est sous pression, on a des chiffres à sortir, on a une croissance incroyable. C'est un moment, certains dans l'équipe ne seront pas à 100%. Et comment, dans une équipe, on arrive à s'aider, à se donner de l'énergie. Moi, l'équipe, pour moi, c'est une source d'énergie incroyable. Et si je sais que je ne suis pas tout à fait à 100% un jour, je sais que si je vais une interaction avec mon équipe, ça va me rebooster. Donc, oui, il peut y avoir des doutes. Alors après, sur les décisions, on peut avoir des doutes. Maintenant, quand on prend une décision, je pense qu'il faut l'assumer. et puis, il ne faut pas avoir peur de voir lorsqu'il y a une erreur. Et je pense qu'on apprend de ses erreurs. Donc, non, moi, je suis plutôt dans l'authenticité. Et s'il faut montrer une certaine vulnérabilité, je crois que ça crée de la confiance, ça crée de l'engagement. On n'a pas en face de soi quelqu'un qu'on ne sait pas lire, ou on ne sait pas du tout ce qui se passe, en fait. Et donc, oui, je crois qu'on peut le montrer. Bon, c'est pas au quotidien. Et il y a quelques doutes qu'on garde pour soi, mais je dirais qu'il faut je commence mes réunions par ce que j'appelle un check-in, où en fait chacun dit comment il se sent. Et ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue professionnel. Et plus on fait cet exercice, et plus les gens s'ouvrent, et plus on crée un rapport de confiance. Est-ce qu'un dirigeant peut conserver la même énergie? Je crois que le jour où j'aurai le sentiment que j'ai moins à donner, ou que j'ai plus ni l'énergie, ou ni cette vision qui, en général, me définit, cette innovation, ce challenger le statu quo, je pense qu'il faut passer la main. Alors après, moi, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai souvent fait des missions 3-4 ans, des choses comme ça, des périodes comme ça. Et là, celle-ci, ça fait 7 ans. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à donner. Ouais, on n'est pas dans le même job. Puis on est dans du temps plus long. Quand on parle d'un périmètre aussi important, de créer des liens avec les investisseurs, avec les propriétaires, on ne fait pas ça 2 ans, puis on s'en va, puis il faut tout reconstruire. Donc il y a un temps un petit peu plus long. Mais je pense que oui, le jour où on a le sentiment qu'on radote et qu'on n'a plus du tout ni la motivation, la passion, et puis d'amener quelque chose, il faut passer la main, il faut prendre un autre challenge, peut-être qu'on a encore de l'énergie pour voir autre chose. La seule chose que j'aimerais voir le jour où je partirai de ce rôle-là, c'est un des membres de mon équipe de prendre ce job. Le rôle. Absolument. Et je pense que ça serait une très belle récompense. Et puis après, juste peut-être pour terminer, je pense qu'en tant que
dirigeant, on est bombardé par des décisions, par de l'immédiat, par des choses comme ça, mais je crois qu'il faut se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut laisser aussi. Si on a un horizon à 10 ans ou à 20 ans ou des choses comme ça. Et si, je crois que son rôle et son boulot, ça a été de créer un meilleur environnement pour les équipes de grandir, un meilleur environnement pour les clients d'avoir une expérience dans les hôtels fabuleuse ou un meilleur environnement pour les investisseurs de réussir chez nous, je dirais que c'est ça aussi qui est important. C'est vraiment prendre les décisions qui auront un impact demain et qui créeront un environnement encore plus positif. Et je crois que ça, il faut aussi, quand on est peut-être sous pression de l'immédiat, garder, je pense, cette boussole et cette envie d'impacter positivement. Voilà. Puisqu'on parle de fin de carrière du dirigeant, je pense ça. Et ça, on va y revenir. On peut le tourner plus positivement, mais dans le sens, quel est l'objectif ultime du dirigeant. Ouais. Et c'est pas un héritage dans le sens égo, mais c'est un héritage dans le sens quelque chose qui a mis une trajectoire vers quelque chose de meilleur. Et je crois que ça, c'est important aussi de s'en souvenir. Alors, tu as la particularité, tu l'évoquais, de vivre dans le sud de la France. Comment tu gères et est-ce que tu arrives comment est-ce que tu gères ton agenda? En plus, je pense que tu dois voyager, tu dois voyager beaucoup. Et donc, deuxième question, est-ce que tu arrives à garder du temps pour toi? Est-ce qu'un dirigeant peut se le permettre? Alors, comment je gère? Oui, c'est tout à fait gérable. Moi, effectivement, le siège de l'Europe du Sud est à Paris, mais on a aussi des équipes dans les marchés, en Espagne, en Italie, en Turquie. Donc, quelque part, mes équipes sont un peu remote. Donc, la façon de travailler à distance, ça ne m'empêche pas effectivement de travailler ça. C'est 3 heures de TGV et puis j'adore passer 3 heures sans être interrompu par le téléphone pour justement travailler sur peut-être des projets un petit peu plus long terme. Et après, je voyage beaucoup. Moi, je resterai un dirigeant avec la tête stratégique et dans l'avenir du groupe et notre contribution par rapport au groupe global. Mais les pieds très proches du terrain, auprès de nos hôtels, auprès de nos propriétaires, auprès de nos marchés. Donc je voyage beaucoup. Donc que j'habite à Paris, que j'habite ailleurs, à part quelques vols directs un peu plus compliqués, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que je garde du temps pour moi? C'est certainement une piste d'amélioration. Encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude parce que je suis entouré à la maison d'un partenaire qui je pensais à cette analogie entre le pilote de Formule 1 et puis tout ce que font les gens dans le stand pour préparer la voiture et que le pilote soit bien. Moi, je rentre, j'ai un havre de paix, j'ai un environnement paisible, j'ai toute une logistique derrière qui est orchestrée, donc je suis plutôt privilégié par rapport à ça. Et ça m'aide beaucoup quand je suis en voyage à peu près tous les jours, donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est le côté logistique, mais je rends pas non plus crédit en l'environnement apaisant aussi que j'ai, qui me supporte dans mon développement professionnel. Et qui m'encourage, donc ça fait du bien aussi. Merci beaucoup Eric d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ton parcours. Beaucoup de succès à toi et tes équipes et au groupe que tu représentes. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup Eric. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.